Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours dans le podcast C'est Bleu au profit de la station SNSM de Carreau. Eh bien déjà c'est l'épisode 54, et oui ça va vite. Alors il y a bien des manières de traverser de l'Atlantique. Bon, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Soit on utilise les flots, soit on utilise les airs, évidemment. L'avion est la solution la plus moderne et aujourd'hui des milliers de personnes transitent tous les jours à un peu plus de 8 heures entre l'ancien et le nouveau monde. Mais par la mer, c'est une autre histoire, une autre aventure, style viking, hein, comme Leif Erikson en Drakkar, en version 74 canons, version 18e siècle, comme le Marquis de Lafayette, en cargo à voile, à vapeur, comme au siècle dernier, en liner, version Normandie ou France, là c'est assez prestigieux, en voile, façon course Tabarly ou à la nage, comme Guy Delage, mais certains décident de le faire en version galérien à la rame. Ça tombe bien, j'ai à côté de moi un super sportif qui partira le 12 décembre prochain des Canaries, direction Antigua et à la rame. Ce sportif, c'est Dominique Ménadier, et je vais ramer pour M for the Planet, M for the Ocean. M for the Ocean. Bonjour Dominique, merci de recevoir ici à Martigues les auditeurs du podcast de C'est Bleu de Radio Maritima. Alors l'Atlantique a toujours été le grain là pour tout aventurier, les aviateurs comme les marins, que ce soit en voilier ou en moteur, mais à la rame, c'est une autre histoire. Alors c'est ce que vous allez nous raconter, hein, parce que dans quelques temps, on va se tutoyer, ce sera plus facile. Dans quelques jours, tu prends un avion direction les Canaries et tu vas ramer pour une course. C'est bien une course, hein, puisque tu es avec d'autres concurrents sur la même ligne de départ, qui s'appelle la World Two Guest Row. C'est organisé par nos amis britanniques. Mais avant de nous parler de tout ça, je te laisse le soin de te présenter. Alors, qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'es lancé là-dedans. On va voir pendant ces 20 à 30 minutes de ce prochain de ce podcast. Donc, allez, explique-nous tout, qui tu es. C'est parti. Oui, donc Dominique Ménadier, je suis cadre sur un site pétrochimique à côté de Martigues, à l'Aveyron. Donc, je suis installé sur la région de Martigues depuis environ 35 ans. Oui. Je suis originaire de Lozère. On l'entend, il y a un petit accent. Un petit peu, oui. Donc rien à voir avec la mer, mais en tout cas, voilà, je suis installé ici d'une part pour le travail, mais aussi parce que j'ai fondé une famille avec maintenant d'ailleurs une fille et un petit-fils. Bravo. Voilà, donc je suis venu à cet objectif parce que j'ai un passé sportif assez complet et divers. T'as fait beaucoup de trails, beaucoup de VTT, t'as fait quelques régates ici sur les temps de Berre, ou la classique, la Maurice Paumé entre Port-de-Bouc, Port-Corolle, aller-retour. Voilà, donc t'es un peu marin, mais pas aventurier. Là, c'est vraiment de l'aventure, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. En fait, marin, oui, pour avoir fait quelques expériences, notamment le Port-Corolle, ça a été ma première expérience en bateau, en mer. Donc ça m'a un petit peu calmé quand même, parce que je ne m'attendais pas à ça, avec une mer qui était bien démontée, on a fini au moteur. T'as fait du funboard quand même, donc là, t'es un peu habitué sur... Voilà, après j'ai continué, j'ai fait quelques régates sur les temps de mer, et puis de la planche à voile. Et ça a duré... la planche à voile quelques années, et ça m'a bien plu. Alors, l'Atlantique, nord
à la rame. Ça, c'est quelque chose qui a toujours c'est toujours qu'il y a quelque chose qui a vraiment l'aventure, le grand A, hein, au sens noble. Alors, il y a plusieurs façons de traverser l'Atlantique, hein, je l'ai dit en intro, le sens est-ouest en suivant le courant du Gulf Stream, au départ du Canary vers les Antilles, hein, on part un peu de là où il fait frais pour aller au chaud, dans le sens ouest-est, par l'Atlantique Nord au départ des USA ou du Canada, en arrivant en Europe. Donc là, on suit bien dans le sens des aiguilles d'une montre le courant du Gulf Stream. Les premiers à avoir traversé, c'était des Américains, mais d'origine norvégienne, qui en 1896, ils quittent Battery Park. Alors pour ceux qui savent où ça se trouve, c'est au pied de Manhattan, au pied de la Statue de la Liberté, et ils partent et ils rejoignent les îles Scilly en 55 jours. Ça, c'était des deux sur une espèce de yawl, c'était pas facile. Bon, et puis depuis, le record a bien changé. On pense notamment dans les années 80, Gérard Daboville, qui l'avait fait en 61 jours, Maud Fontenoy un peu plus récemment. Mais là, vraiment, la première traversée, je crois que c'est John Fairfax en 69 qui fait des Canaries, vraiment, ce que tu vas faire vers la Floride, en 180 jours. Alors, à l'époque, c'était des bateaux qui n'étaient pas en carbone, qui n'étaient pas en fibre de verre, et il n'y avait pas un système d'aviron qui était performant. Mais là c'est quand même, depuis de nombreuses années, on voit que nos amis anglais, ils ont pris les choses en main, et ils organisent une vraie régate, quoi. C'est une régate, tout simplement, quoi. Exactement. Bon, déjà, les embarcations ont bien évolué depuis, hein. Donc, c'est des types de bateaux qui sont acceptés sur la course. Il y a 3 constructeurs possibles sur lesquels on peut se baser. C'est une forme de monotypie, donc... C'est ça, donc il y a deux cabines possibles, une avant, une arrière. Alors voilà, pour les gens qui sont là à la radio, qui se disent mais à quoi ça ressemble, parce qu'on n'est pas du tout sur un aviron qu'on peut retrouver au club à Martigues, là on est sur quelque chose un peu ponté, il faut que tu puisses te reposer, dormir. Il y a la possibilité de se reposer, il y a la possibilité de mettre du matériel au sec, et puis il y a le pont central qui est là pour le poste de rame, qui lui est à découvert en permanence. Il n'y a pas moyen de se mettre à l'abri quand on rame. Et puis le principe... Il y a un peu un peu sur les côtés pour vous protéger de tomber à l'eau. Non, oui, sur ceux-là, il y a des francs-bords là. C'est ça, c'est des câbles qui permettent d'éviter de tomber. Ça, c'est la ligne de vie. On a 2 lignes de vie centrales, avec il faut être en permanence accroché. Bien sûr. Il n'est pas question de tomber, surtout en solitaire, puisque je pars en solitaire. Ah là, cette régate. Alors, elle s'appelle l'Atlantic Rowing Race. Donc donc ça c'était c'était il y a quelques années quand même. Puis il y avait Guyane, ça c'était organisé par des Français. Mais la tienne, c'est la World Tugest Row Atlantic, donc des Canaries à Antigua, sur un parcours de 3000 nautiques miles. T'es vraiment obligé d'arriver à Antigua. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment une régate. D'accord. Il faut prendre le bon cap et arriver au poste. Donc départ, je l'ai dit, le 12 décembre. Donc toi, tu es en solitaire, mais cette course, cette aventure, il y a des équipages jusqu'à 5, c'est ça? 5 gars. Il y a des filles aussi. Il y a des mixtes, à la fois en solo et même dans les équipages. Et donc effectivement, c'est ouvert aux équipages plus nombreux, avec un bateau qui est adapté, hein, puisqu'il peut être 2 fois plus long que le mien. Et oui. Avec la possibilité d'alterner. Ils ne rament pas tous en même temps. Alors voilà, que toi, tu vas ramer tout le temps, quoi. Voilà, moi je ramerai en même temps que moi-même. Voilà. 39 équipages engagés, donc c'est une vraie course, hein. Il y a un suivi, vous avez une assistance, hein. Il y a des bateaux qui vous suivent pour la sécurité. Oui, alors en fait, il y a un suivi, vous pourrez le suivre sur le live de la course. Et en termes de sécurité... Il y a une cartographie, vous avez des balises pour vous suivre, ça c'est génial. Et donc, il y a 2 bateaux suiveurs, mais qui sont généralement à l'avant et à l'arrière de la course. Mais quand on s'imagine l'espace entre les premiers et les derniers, on laisse imaginer le temps que ces bateaux peuvent nous approcher. C'est plutôt pour une assistance technique, en cas de pépin mécanique, mais qui ne soit pas vital. Voilà. Alors, on le précise quand même pour les gens qui ne l'ont pas compris, c'est une course sans escale et sans assistance. Exactement. Avec une préparation du bateau qui est très stricte, hein, parce qu'il y a une règle qui est à suivre, un désalinisateur, de la nourriture pour 85 jours minimum, ça c'est à respecter,
Et à raison de, pour ma part, puisque je fais à peu près 80 kg, il faut 5000 kcal par jour. Alors on va en discuter un peu plus sur l'aspect technique, comment on se prépare, etc. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment quelqu'un qui travaille ici dans la pétrochimie, qui aime un peu la mer, arrive sur ce type d'aventure, sur ce type de projet, parce que c'est pas... C'est du jour au lendemain que tu as décidé de... Non, ça a mûri. Non, voilà. ça a mûri. Alors, comment t'es arrivé à ce projet ? Alors, un petit peu par hasard, à la lecture d'un article sur le journal L'Équipe, pour ne pas le citer, puisque je suis passionné de sport, donc je lis régulièrement. Et donc j'ai vu un Britannique qui avait fait cette course. Mm-hmm. Alors sur le moment, ça m'a paru assez exceptionnel, et puis je ne m'imaginais pas, mais petit à petit, ça fait son chemin. Et comme je suis, on va dire, sportif plutôt d'endurance, avec me relever des défis... comme le trail, là, ça c'est... le trail, l'ultra-trail. Ça a commencé à mûrir, à faire son chemin, jusqu'au jour où j'ai basculé, je me suis inscrit, puisqu'il faut s'inscrire quand même 3 ans à l'avance pour... Et donc je me disais que j'avais quand même 3 ans... pour me préparer, que ça devrait suffire à prendre le départ. Donc tu ouvres le journal L'Équipe, tu découvres cette régate, ça commence à mûrir, tu t'inscris, mais tu vas chercher quoi ? L'effort, parce que non, tu fais du trail, donc l'effort on connaît déjà, c'est physique, c'est endurant, il faut... Mais là, on n'est pas sur des montagnes, on est sur la mer et on ne peut pas s'arrêter sur le côté du chemin. Hein. Exactement. Je crois que c'est un avantage. La question ne se pose pas, on ne va pas s'arrêter au milieu de l'Atlantique. Donc là déjà, ça on met de côté, il ne faut pas compter s'arrêter. C'est un sacré coup de pied au cul qu'on se donne. Oui. Mais en même temps, c'est un tout. C'est pas que de l'effort, c'est la gestion du sommeil, la gestion de l'embarcation, la gestion technique, l'autonomie. Et puis quand même se dire, je pars d'un point à un autre, sans escale possible, de toute façon. Et voilà, c'est un peu le rêve, quoi. J'ai encore... Il faut pas l'oublier qu'il y a toujours cette notion de voyage. Même pour... là, il y a les arrivées de la Transat Jacques Vabre qui se succèdent, mais derrière l'aspect sportif, il y a toujours l'aspect, on part d'un point A à un point B, on quitte une culture, on fait un voyage physique, on fait un voyage technique, on fait un voyage intérieur, mais de l'autre côté, on va retrouver quelque chose d'autre. Antigua, c'est les Antilles, c'est notre culture, c'est pas du tout les Canaries qui sont... voilà, donc c'est pas oublier qu'il y a ce côté un peu voyage derrière le côté aventure. Bon, on traverse l'Atlantique, donc avec des courants, avec peut-être quelques intempéries, avec changement de climat, la chaleur. On va partir, il faudra certainement un peu moins de doux, puis après la forte chaleur, il faudra gérer tout ça, l'alimentation... La communication aussi, parce qu'il faut penser aux familles, aux amis. Alors voilà, là, qu'est-ce que tu me disais en préparant l'émission, c'est le point de basculement, c'est quand j'étais en mer sur un gros bateau de croisière, mais il y avait cette notion d'espace, de rien, alors que bon, t'étais sur un gros bateau, mais là, c'est ça que tu vas rechercher. Oui, alors je voudrais pas galvauder le mot, mais il y a une forme de liberté, de chercher une liberté. On est dans le quotidien, on est toujours soumis à des contraintes et autres. Là, la mer est la dernière terre de liberté à conquérir. Ça, il faut pas l'oublier. Voilà. C'est pour ça que il y aura quand même de la communication, mais je la gérerai. Quelque part, si j'ai plus envie de communiquer, je m'arrêterai au moins un temps. Peut-être que j'en aurai besoin, ça m'obligera. Mais en tout cas, je gérerai mon effort, mon quotidien, et le but, c'est d'arriver. Donc, il faut faire attention à tout ça, quoi. Projet passionnant qui met en selle, je dirais, beaucoup de personnes. La famille, c'est tout ça, il faut le gérer avant. Parce que là dans quelques jours, tu montes dans l'avion, t'es pas encore parti. Mais déjà, dans ta tête, il y a 3 ans de boulot, quoi. C'est ça ? Comment tu as géré tout ça avant ? Alors justement, il a fallu gérer l'information et déclarer ça à la famille. C'est pas toujours facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Bon, petit à petit, elles ont compris, ma femme et ma fille, que quelque part c'était incontournable, que j'avais besoin de ça, et que je pouvais participer, et que ça serait peut-être un moyen de rentrer dans l'aventure. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pas toujours facile, forcément, parce que maintenant l'échéance arrive. Donc on commence vraiment à avoir l'image du départ, et puis de
du temps que je vais passer, parce que finalement, on ne sait pas combien de temps je vais passer. C'est peut-être 2 mois, 3 mois, on verra. Donc oui, il a fallu gérer, c'est pas facile. J'ai des amis aussi qui m'ont aidé pour cela, et qui vont m'aider pendant la course. Bon. L'embarcation. Alors, tu as commencé à l'expliquer en début du podcast. Donc, c'est un bateau. C'est pas tout à fait un bateau. C'est un aviron ponté avec 2 chambres, vue sur la mer, une grande terrasse. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non, alors, le bateau, tu l'as fait construire parce que tu as dit qu'il y avait un charpentier de marine, quelqu'un qui fabrique ça. Mais après, c'est toi qui l'as équipé. Comment le matériel, c'est toi qui allais le chercher ou... Non, du tout. C'est des bateaux qui sont typés donc, pour la course. D'accord. Pour d'autres courses aussi. Donc, ils sont prééquipés de minimum de matériel de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme matériel de sécurité ? Nous, à la SNSM, ça nous intéresse. Voilà. Donc, ces bateaux sont équipés pour le large, pour le roturier, donc avec l'AIS, le GPS. Il y a les EPIRB. Les EPIRB, les balises. Voilà. C'est un mot anglais, ouais. C'est un mot... Donc, toutes les balises. La VHF. Voilà. Et puis tout ça... Radeau de survie. La combi de survie. Le sac de survie. Tout l'équipement derrière nécessaire si toutefois on devait quitter le bateau. Chose qu'il ne faut pas faire. Non. Mais j'avais lu que les vainqueurs, il y a un vainqueur il y a quelques années, il y avait un espadon qui avait... donc ça fait une voie d'eau par rapport à un espadon qui... Oui. Voilà, c'est ça. Donc un bout de scotch, ça va, c'est pas très très compliqué, mais il faut pomper pour... Voilà, donc il faut être réactif, il faut avoir des idées, c'est un peu le système D, donc j'ai du matériel pour réparer aussi. Et oui. Mais effectivement, il y avait une espadon qui avait traversé la coque. Une dérive, un safran, 2 safrans, comment il est fabriqué ton bateau ? Au milieu, il y a une dérive. Il y a une dérive, voilà. Un safran, il y a un pilote automatique. Donc il me servira bien parce qu'en solo, il faut quand même continuer à naviguer. Donc ça veut dire que c'est toi qui donnes l'énergie en propulsant. C'est ça, oui. Et il y a le pilote automatique qui va recadrer, mettre dans l'axe du cap que tu as choisi, c'est ça. Le gouvernail. Le gouvernail. D'accord. Et... Le bandonnage au milieu, oui. Combien d'avirons ? 2 avirons, enfin j'en ai... 4, non ? Il y en a 2 de secours. C'est un bateau à 2 postes de rame, oui. Mais il se navigue en solo. D'accord. Et j'ai 2 rames de secours. D'accord. Il arrive de les casser. Donc tu en as 4 4, ok. Voilà. Le matériel que toi tu as pris à bord, la popote, qu'est-ce que... La popote. Voilà, pour expliquer comment ça se passe sur ce genre de course, il y a toujours un dessalinisateur. Tout à fait. Explique-nous comment ça fonctionne. Donc c'est un dessalinisateur qui est électrique, qui récupère l'eau de mer et qui la dessalinise pour qu'elle soit buvable et qui puisse me servir à la fois pour la toilette et les repas et la boisson. Donc c'est à peu près 10 litres par jour. D'accord. Il faut à peu près 3 heures des salles pour faire la quantité journalière. Il est électrique, mais tu tires un câble depuis la Terre. Exactement. Non, il y a un panneau solaire. Il y a 2 panneaux solaires. Explique-nous comment ça fonctionne. Alors, le panneau solaire est branché sur la batterie ? Sur 2 batteries. D'accord. 2 batteries lithium, pour être un peu plus léger. Et ensuite, donc on récupère l'énergie. Donc il faut toujours être attentif. On a des petits voyants qui nous permettent de vérifier la capacité des batteries. Parce qu'il faut toujours anticiper un mauvais temps. Ça peut très vite se décharger. Donc consommer juste nécessaire pour toujours avoir de la réserve. Voilà, parce que il faut alimenter la communication, toute la partie électronique dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut être vigilant dessus. Avoir une check... Et puis, je disais, la popote, c'est quoi ? C'est tout simplement... Alors, moi, on a fait... C'est mon épouse qui m'a préparé... des petits repas. Des petits repas, qui sont tous à peu près les mêmes jour par jour. Donc, c'est 3 lyophilisés par jour, 2 salés, 1 sucré. On a fait beaucoup de progrès dans le lyophilisé. Ouais. Il y a 20 ans, j'ai connu le début du lyophilisé. Ça va. Ça va. Voilà, c'est assez varié. Donc, et après, il y a des petits snack-bags avec du sucré, du salé, pour faire la journée. Donc je piocherai là-dedans. Combien tu disais qu'il te fallait 5000 calories, c'est ça 5000 kilocalories jour par rapport à mon poids. Voilà. D'accord. Donc tu manges en permanence ou tu te fais tu te dis, bon là je m'arrête 20 minutes, je me fais un lyophiles et puis je mange, je fais une petite pause et je repars. Non, en gros, j'ai un incontournable, c'est le petit-déj du matin. Ouais. Et ensuite, c'est un peu... en fonction de mes envies. Je ne suis pas très régulier sur l'alimentation, il faut que je me force à ça. Ouais.
Et donc en gros c'est 2 voire 3 repas, les lyophilisés dont je parlais tout à l'heure. Et puis dans la journée, dans le dos, là, j'ouvre ma porte et je pioche dans les petites sucreries ou cacahuètes. Voilà. Et donc les boissons, que de l'eau, mais des boissons un peu énergisantes aussi ou J'ai pris non? un petit peu de boissons énergisantes, mais pas trop. J'ai des pastilles qui nous permettent de varier un petit peu à la fois le goût, mais aussi à mener un peu d'apport sels minéraux et autres. Et les premiers jours, tu vas faire un peu le plein de quelques produits frais. Je vais le faire, mais au départ. Voilà, au départ. Gomera. Voilà. Histoire de faire quelques oranges, des bananes, quelques jours voilà. encore un peu sur Terre. Voilà, sur Terre, parce qu'après, on est dans une autre dimension. Donc, on l'a vu, la nutrition, c'est quand même ça qui va te donner la force, l'énergie pour traverser. Et tiens, la traversée, combien de temps tu imagines Alors, je vais donner une notion déjà du temps qui s'est fait sur cette course. Entre le mini, donc on l'a dit tout à l'heure, 30 jours. C'est exceptionnel. Et l'an dernier, ça a été le maximum, en solo, je parle, 114 jours. Donc ça laisse imaginer l'espace-temps dans lequel il faut que je me projette. Bon, moi, je suis parti de la base de mon âge, 58 ans. Oui. Et je me suis dit, 58 jours, ça peut être réaliste. Ça peut taper. Voilà. Écoute, c'est bravo, parce que ça sera déjà 58 jours. Très, très bien. Et on parlait de l'effort, on parlait de l'aspect sportif. Combien d'heures par jour tu penses ramer et combien de coups de pagaie tu vas donner à peu près? Alors, ce que j'ai pu vivre là sur les entraînements, c'est pas la réalité de ce que je vais faire sur l'océan, parce que j'ai beaucoup ramé. Pourquoi ? Parce qu'il fallait rentrer, quoi qu'il en soit, qu'il y a des courants qui ne sont jamais favorables, alors que là, on aura quasiment tout le temps le rostering qui va permettre d'avancer et de profiter du courant. Ça compte, il n'y a pas que la rame. Donc là, c'était peut-être plus difficile physiquement que ce que je vais vivre sur l'Atlantique. J'ai fait bien au-delà des 12 heures par jour. Là, c'est à peu près... Mais en s'arrêtant, tu fais pas 12 heures... Non, bien sûr, c'est des pauses. Voilà, tu rames pendant 1 heure, 2 heures, et après, c'est ça, tu fais un petit lyophiles... Le rythme habituel, c'est 2 heures, 2 heures. 2 heures, 2 heures. Voilà. Mais avant de trouver ce rythme-là, je pense qu'il faut voire plusieurs jours, parce qu'il y aura la fatigue qui va s'installer, et c'est à ce moment-là que je vais commencer à trouver mon rythme, mais pas avant. Au début, on aura tendance à ramer, bien sûr, parce qu'on n'est pas fatigué, on vient de partir. On est l'exaltation du départ. L'exaltation, on va passer, je viens de faire 2 heures, je m'arrête 2 heures. Non, c'est pas imaginable. Mais petit à petit, je pense que je vais prendre mon rythme. Voilà, mais 12 heures par jour, ça sera déjà une belle la nuit. Et la nuit, alors, aussi ? Pareil, oui. J'espère pouvoir ramer la nuit. Il y en a qui s'arrêtent un peu plus de temps, voire 4 heures, par exemple, faire du 4 heures à la nuit. Je verrai en fonction de mes envies. Mais c'est un peu ça aussi, partir en solo, c'est un peu cette latitude que j'ai de choisir ce que je veux finalement. À deux, c'est toujours un peu plus difficile. Oui, parce qu'il faut faire des quarts, alors que là, c'est toi qui vas, comme dans l'Ultra Trail, c'est toi qui vas gérer ton sommeil. Oui, si je veux ramer, je ramerai. Si je veux dormir, j'irai dormir. Voilà, c'est un peu ça. On parlait de liberté, ce sera cette liberté que je m'accorderai. Moi, je vais rester compétitif, parce que le but, c'est quand même une course, mais je veux aussi m'accorder du repos si j'en ai envie, ou ramer, parce que je serai peut-être en forme, ou c'est le moment, parce qu'on a des conditions qui le permettent, il y a des moments où il n'est pas vraiment nécessaire de ramer, ça ne sert à rien, parce que on ne progresse pas vraiment. Si les courants ne sont pas trop favorables, il vaut peut-être mieux se reposer, ou laver le bateau, ou s'entretenir. Voilà. Mais pour ceux qui suivent un peu les transats comme la route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre, il y a des points, quand même, des points de rendez-vous qui sont fixés à heure bien régulière, avec les bateaux accompagnateurs. Alors, il y a de la communication qui est prévue, quotidienne. Comment ça, c'est en termes de sécurité, c'est le plus important. Il y a des points qui sont... Combien de points par jour avec le rameur, avec le navigateur, avec l'organisation des bateaux qui suivent Alors, ça sera 1 point par jour. D'accord. Mais plutôt SMS. Par téléphone satellite ? C'est ça. Voilà. Et donc, on a un téléphone satellite avec la course et un personnel. D'accord. Et donc, ils donneront des indications à la fois
de météo, mais une indication de cap à prendre aussi. Donc c'est une forme de routage qui est intéressante. Et en même temps, ils prennent des nouvelles du rameur, les conditions, est-ce que ça va, etc. Mais c'est très limité, c'est quelques mots, et voilà, si tout va bien, il n'y a pas besoin de faire... Et tu reçois plusieurs fois par jour la météo? Parce que nous, SNSM, c'est important, on va le répéter à la fin, mais une fois par jour, donc tu as donc tous les 24 heures, tu as un point météo qui t'arrive, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc alors j'en aurai pas qu'un, parce que j'ai aussi... un ami qui va m'accompagner, qui fait partie de la SNSM, puisque c'est Nico. Ah voilà, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Gerrossé, le patron de la SNSM, qui est habitué à ce genre de choses, évidemment sur le CTT, qui va accompagner Dominique avec un routage. Mais alors, un routage, là on n'est pas sur la Transat Jacques Vabre ou la route du Rhum, c'est pas évident de prendre le meilleur vent, de changer par rapport... Comment ça se passe le routage, tiens? Alors justement, il va croiser les données météo. Sur plusieurs modèles. Sur plusieurs modèles. Il va regarder les courants, les vents. Et par rapport à ça, il m'aiguillera sur la vision qu'il a. Et sur plusieurs heures. Alors, on ne va pas parler un jour parce qu'on n'est pas sur la Jacques Vabre. On ne va pas très vite. Donc c'est de 2 à 5 nœuds. Donc du coup, il m'aiguillera sur les prochaines heures. Il me donnera un cap. Et à moi d'en faire ce que j'en veux par rapport à ce que je vis sur le terrain. Parce que ce qu'on voit... sur la carte, c'est pas forcément la réalité de ce que je vivrai. Les routeurs météo, alors que les copains rentrent d'intervention, voilà. Donc le routage, c'est Nico qui te prépare avec un point régulier par jour. Mais il te dit quoi? De mettre 10 coups de pagaie un peu plus à bâbord ou 10 coups de moins à tribord? Non, lui c'est plutôt me donner le cap, le meilleur, par rapport à sa vision. D'accord. Voilà, ça va se limiter à ça, une vision de la météo. Alors, c'est une première pour Nico aussi, mais en tout cas, on a navigué par VHF et par SMS interposé, puisque quand je me suis entraîné, c'est lui j'avais un point de relais, donc ça nous a permis déjà de mieux se connaître. D'accord. Donc le projet lui a bien plu et il m'a proposé de m'aider. Alors, j'aurai à la fois les indications de la course, c'est celles-là qui sont les prioritaires. Et puis il y a Nico qui me donnera sa vision. Voilà. Alors les grands routeurs météo le disent, de nos jours les bateaux pourraient être presque autonomes, des drones, mais rien n'empêchera ce qu'on voit sur l'eau et les conditions que l'on retrouve. Voilà, donc ça c'est toi qui feras après ta propre nave. Ouais. C'est ce qui se fait sur les bateaux, donc les gars reçoivent leur propre météo, et après en fonction du bateau, en fonction de leur tempérament, ils réajustent leur météo. De la condition physique. Exactement. Donc tu as fait du sport, la course à pied, l'ultra trail, tu t'es un peu plus préparé. Qu'est-ce que ça fait d'autre en plus de tout ça? Là, c'est un autre monde, puisque j'ai tout découvert. Il a fallu que je me prépare, que j'apprenne l'aviron, le geste de l'aviron. Je me suis inscrit au club d'aviron de Martigues pour parfaire le mouvement et la... Alors que pendant ce temps, on est en live et les collègues rentrent d'une intervention. On est à la station SNSM de Carreau, vous l'avez bien compris. Voilà, petite inter, il est 19h, il fait nuit et ils sont gelés. Et on continue le podcast. On va les saluer en attendant. Alors, on revient avec Dominique Ménatier qui va nous parler de... Maintenant, parce que quand on est en solitaire sur un défi à la rame, on n'est pas tout seul finalement. Parce que derrière, il y a une équipe. Comment t'es encadré? On l'a vu, Nicolas, il va te faire le routage. Pablo, il t'a un peu préparé sur tout ce qui est informatique. Mais tu t'es inscrit au club d'aviron de Martigues. Mais il y a d'autres personnes qui t'accompagnent. Alors forcément, c'est une équipe qui s'est constituée au fil de la préparation. Avec des amis. Donc chacun a sa petite part de participation, à la fois technique avec le club d'aviron, logistique. Donc j'ai trois personnes qui vont m'accompagner jusqu'à La Gomera pour m'accompagner aussi pour la langue, pour la traduction. On a 10 jours de préparation, donc il faut dépouiller le bateau, montrer qu'on est dans les règles de la course. Donc ensuite le rééquiper,
faire des essais sur l'océan. Il y a des jaugeurs, ça s'appelle. Voilà. Donc il y a cette équipe qui va me suivre. Ouais. Ensuite, il y a l'assistance avec la famille, parce qu'il y aura de la communication typée pour la famille, la communication de Pablo. Voilà, donc... Ici, il y a eu un préparateur physique, un préparateur mental, des gars qui t'ont plutôt conseillé, pas de tout ça, rien du tout. Non, parce que bon, on va dire que t'avais déjà une expérience. Voilà, hein. j'avais une expérience. Ouais, okay. Je pars pas de zéro. Je fais ok. quand même des courses qui demandent d'avoir du mental. Donc je me suis basé là-dessus. J'avais beaucoup d'autres choses à apprendre et du coup cette partie-là, j'ai considéré qu'avec ce que j'avais vécu, j'espère que ça va me suffire. Même si c'est 60 jours peut-être. Et non pas 5 jours comme T'as j'ai dit 58, hein. J'ai dit 58. T'as dit 58, hein. Voilà. C'est ce que j'ai noté. J'ai dit, il va faire un classement voilà. et puis un temps scratch à 58 jours. Bravo. Mais alors, ok, le mental, tout ça, mais qu'est-ce que tu vas chercher vraiment sur l'eau? Le dépassement de soi, l'aventure, on l'a dit, des paysages. Ça change. Il faut pas l'oublier qu'il y a des magnifiques couchers de soleil et des levées de lune qui sont... Je crois que ça m'extasiait en permanence. Je crois que tous les, à la fois les levées de soleil, le coucher, le ciel qui, à mon avis, est en mouvement permanent, les étoiles. J'ai un ami qui m'accompagne aussi pour m'expliquer un petit peu le ciel pour que je profite de ces moments-là et voilà, apprendre peut-être quelque chose pendant ces nuits qui vont être parfois un peu longues. Il y a un peu d'intempérie, il faut le mettre aussi dans le contexte. Donc, tu t'es préparé à ça je... à faire un peu le dos rond, à t'enfermer, te calfeutrer et attendre que l'orage passe? J'ai navigué aussi là, sur la Méditerranée avec des conditions, pas extrêmes, mais une forte condition, justement pour voir un petit peu le bateau, comment il réagit. Pour t'aguerrir aussi. Pour m'aguerrir aussi, pour rentrer dans la cabine, voir si j'ai pas le mal de mer, on ne sait jamais. Pour l'instant, je touche du bois, c'est plutôt rassurant. Des grands skippers me racontent souvent, vraiment des grands skippers, hein. Pas dire les noms, mais sur un départ de route du Rhum, il y a tellement de stress et de tension qu'ils peuvent avoir le mal de mer et l'agir pendant 3 jours. Oui, mais c'est ça, hein. En fait, 80% de la flotte a au moins des symptômes, mais ça peut être très lourd, hein. Ça peut être 4-5 jours de navigation avec impossibilité de ramer. Ça peut arriver, donc il faut en tenir compte. Il faut peut-être se concentrer sur l'exercice et sur le physique pour peut-être oublier ça ou ne pas y penser, tout du moins. Ouais. Mais tu vas ramer aussi pour quelque chose. Tu vas ramer pour une cause et une association. Alors, je te laisse le soin de nous expliquer pour qui et pourquoi. Voilà, donc je vais ramer pour une cause qui est le Point Rose, donc une association qui accompagne les familles qui ont perdu un enfant ou qui sont en passe de le perdre. Donc on a trouvé qu'il y avait du sens à faire un petit partenariat et parce qu'il y a des hauts, des bas et même si on n'est pas du tout au même niveau de douleur ou de difficulté. Bon, on a avec l'association donc envie de partager quelque chose. Envie de partager quelque chose, les accompagner, peut-être leur donner une vision un peu de liberté par moment, ou d'évasion, voilà, aux familles qui sont dans cette douleur. Qui ont besoin de souffler, de Exactement. prendre un peu l'air. Ben, là toi, tu vas en avoir de l'air, grand air. Et moi-même, ça peut aussi me permettre de dire que dans les mauvais moments, me dire, bon, il y a quand même je les accompagne et ça me permettra de relativiser les choses. Bravo. Voilà, on va finir. On est presque à la fin de ce podcast. Un podcast très 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 long, un beau podcast. Évidemment, les conseils de la SNSM. Vous savez tous, là, on a un peu tout balayé. On a parlé de balises, on a parlé de météo, on a parlé de sécurité. Tu vas être suivi évidemment par des balises et par les bateaux accompagnateurs. Je cherche mes mots, pardon. Donc il y a de la sécurité et tu pars pas à l'aventure comme ça. On vient de le voir, tu l'as bien préparé. Nous, les conseils de la SNSM, on le dit toujours, il faut préparer sa navigation.
les recommandations, c'est toujours les mêmes. On prend la météo, on connaît son bateau, on connaît son équipage, on informe les gens qui restent à terre des zones où on va naviguer, où on va pêcher, et ça peut aider grandement les secours comme nous, la SNSM. Si votre tonton est parti pêcher devant les 4 cheminées, mais en réalité qui est allé pêcher devant le Frioul et que vous nous indiquez la mauvaise indication, même avec les moyens que nous avons modernes, on passera un certain temps à le chercher, même s'il a juste un petit problème moteur. Je peux vous le dire, c'est par expérience qu'on parle comme ça. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast. Les souvenirs et les recommandations, qu'est-ce que tu nous recommandes en termes de lecture ? Est-ce que tu as pris des livres à lire ? Alors j'ai fait le choix, en fait j'ai pas encore fait le choix de mes livres. Je voulais pas prendre de livres qui me rappellent des aventures ou autres. Je vais peut-être quelque chose de complètement différent. Donc c'est cette semaine que je vais faire le choix. En même temps, je suis pas certain d'arriver à lire correctement. Donc c'est plutôt de la musique que j'ai. Ça voilà. oui. Tu prendras le podcast de C'est Bleu. Voilà. Oui, c'est important la musique. Hein, ça c'est. Oui. Ça va être des moments, dans la journée, dans la nuit, avec différents thèmes. J'ai tout un panel de musique qui, selon les circonstances, vont m'aider. La playlist, c'est ça, il y a une playlist très variée. Ouais, voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut des choses le matin pour le réveil un peu lounge, et après des trucs qui boostent, et puis en fin de journée un peu de hard rock. On prend de tout. Je peux vous dire que beaucoup de skippers prennent d'énormes playlists. De nos jours, en plus, c'est facile avec toute l'informatique. À une époque, on prenait des bibliothèques entières, et puis au fur et à mesure, on jetait les livres à travers. Alors ça, évidemment, nous, c'est fini. Recommandation SNSM, charte du plaisancier, on ramène tout à bord. Tu vas compacter tout ça, hein, tu vas faire des petits sacs et tu vas les mettre dans le Crackbox avant, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, exactement. Ton meilleur souvenir jusqu'à présent, c'est quoi dans ce projet ? La préparation, les entraînements, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as déjà vu, tu as déjà croisé des baleines au large de la Côte Bleue, baleines ou dauphins, qui t'ont accompagné dans tes préparatifs ? Qu'est-ce que tu as comme... Alors, en fait, toute cette préparation a été une vraie aventure déjà. Ouais. Et comme le disait Nico tout à l'heure, il y a déjà une bonne part du chemin qui est faite. Le dernier souvenir a été assez marquant, puisque je suis parti de Saint-Chamond et je suis descendu jusqu'à Carreau avec des vents favorables. Il y avait 35 nœuds de vent, et donc un courant qui me menait naturellement jusqu'à Carreau, même s'il y a le canal de Martigues qui était difficile à traverser. Avec un retour sur Carreau. On t'a vu arriver dans le port, et même devant le port, les copains qui sont venus. Il y a un gars qui rame depuis 20 minutes, là, il n'arrive pas à rentrer, il est face au vent. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, nous, on n'était pas là parce qu'on avait un moyen d'intervention qui était parti, puis là, on se dit, mince, il va peut-être un peu abattre et rentrer sur la couronne, ça sera plus protégé. J'ai essayé, j'y suis arrivé, c'était dans la douleur, mais c'est vrai que je ramais et j'étais à 0 nœud, et sur place. La difficulté était de rentrer. Voilà, donc ça m'a permis déjà de confirmer que j'étais prêt physiquement, que le bateau est rassurant. Ça c'est important. Et voilà, donc plutôt rassurant. Le coin des livres et des lectures. Alors, il y en a plein, des romans, plein. Mais on va vous en conseiller 3. Le plus célèbre, d'Alain Bombard, Naufragé volontaire. Ça, c'est pour vous mettre un peu dans le bain. Et puis, évidemment, Gérard Daboville avait fait un très joli livre, Seul. C'est le titre, aux éditions Robert Laffont. Et Maud Fontenoy avait fait aussi L'Atlantique face nord. Ça, c'était aussi chez Robert Laffont. Si je m'abuse, je crois que c'est Gérard Daboville qui avait préfacé ce bouquin. Voilà. Alors, pour les gens qui veulent accompagner Dominique Ménadier, mais en restant ici tranquillement au chaud à Carreau, je vous conseille ces petits livres donc tu vas passer Noël en mer. Ça rajoute un petit peu de difficulté pour certains, pour moi aussi, puisqu'il y aura donc Noël, le jour de l'an, un anniversaire de mon épouse, enfin tout ça, ça sera des moments un peu peut-être difficiles à passer, mais particuliers. Ouais. Mais c'est l'arrivée qui est particulière, c'est ça. Voilà. Je peux vous le dire, quand on arrive
vers ces îles là-bas, il y a toujours le parfum déjà. On est sous le vent, là on est au vent, pardon, mais il y a toujours des senteurs, la particularité de l'humidité, etc. C'est ce qu'on te souhaite pendant tout cette belle aventure et ce bon parcours. Voilà, si vous voulez suivre Dominique Ménadier, il y a peut-être un site. Qu'est-ce que tu nous est-ce que tu veux remercier déjà Alors oui, je voulais remercier les partenaires, parce que j'ai des partenaires qui m'ont accompagné. Oui. Sans eux, il serait difficile d'aboutir. Donc on peut les retrouver sur le site de M for the Ocean, www.com, M for the Ocean. AIM for the Ocean. Viser l'océan. Voilà. Donc vous y trouvez toutes les informations à la fois sur le projet, les sponsors, et puis pour ceux qui veulent accompagner, il y a toujours une cagnotte ouverte. Voilà, ouais. On en a encore besoin. Les réseaux sociaux, on peut te suivre sur quel Oui, donc il y aura Instagram, Facebook. Oui. Pablo s'occupe de ça en ce moment. Une communication sera faite très largement en fin de semaine, puisqu'on va partir à La Gomera la semaine prochaine, en fin de semaine. Cartographie, ça c'est important pour te suivre en direct. Oui, alors là ça sera sur le site de la course. D'accord. Et donc ça sera en direct. Dès le premier jour, il y a une cartographie au même titre que la Jacques Vabre, où on peut suivre l'avancée des bateaux. Et ensuite, je voulais remercier aussi tous les amis qui m'ont accompagné depuis 3 ans, parce que c'est pas rien. C'est accompagnement financier, ou simplement moral, ou technique, ou être présent au moment pour sortir le bateau, pour me récupérer à carreau. Enfin, voilà, c'est des petits détails qui comptent, mais qui aident, et je tenais à remercier toutes ces personnes. Bravo à eux pour leur support, ça c'est important. Pour les gens qui comprendraient pas comment ça fonctionne, imaginez Zinedine Zidane qui, avant de fouler la pelouse, eh bien il faudrait qu'il fasse tout. Il faudrait qu'il tourne la pelouse, qu'il fasse l'entraînement, qu'il aille chercher les sponsors pour mettre sur les maillots, pour entraîner les gars, et enfin, peut-être qu'il pourrait jouer au football. Eh bien, c'est ça, un projet, vous l'avez tout compris, là, c'est un projet de rame, mais un projet de voile, c'est exactement la même chose. Et en plus, il y a un aspect sécurité qui est très, très important. Nous, à la SNSM, on suit ça de près, on suit ces beaux projets, et on suit Dominique. On va t'encourager jusqu'à l'arrivée à Antigua, vers janvier, c'est ça ? Février plutôt. Février. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On va bien sûr te suivre pendant tout ton parcours jusqu'à Antigua. Merci beaucoup Dominique de nous avoir envie de donner envie. On va se mettre à la rame du coup. On va aller au club d'aviron de Martigues et on va envie de faire du rameur pour faire une aventure XXL. Vraiment. Je voulais juste préciser que j'ai fait aussi des prestations dans les écoles, notamment l'école OPEC à Martigues. D'accord. Justement pour peut-être donner envie aux enfants de un jour faire quelque chose, pas forcément de la rame, mais ça peut être. Ils se rappelleront de ce projet. C'est important. Et peut-être, adolescents ou adultes, ils mèneront un autre projet, mais avec ce petit truc, cette lumière qui leur dira. Donc il y a l'école d'OPEC qui te suit là. C'est ça. C'est super. Ouais. Ça c'est sympa. Allez, n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org. Vous pouvez venir nous rencontrer à Carreau tous les samedis matins, c'est facile, on est sur le port à côté du marché aux poissons. Dominique Ménadier, merci encore. Merci Jean-Michel. Et bravo pour cette aventure. On va te suivre, on va tous soutenir. Je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.